Bonjour Sébastien. Bonjour Sylviane. Eh bien écoutez, je suis ravie de pouvoir, grâce à la technique, parler avec vous sur votre dernier livre qui s'appelle Vision chamanique. Alors je le montre, Vision chamanique, l'ayahuasca et l'imaginal. Alors Tout à avant de fait. parler de chamanisme, parce que j'aimerais que vous nous expliquiez ce que c'est. Tout le monde parle de chaman, maintenant c'est à la mode, il faut dire les choses un peu comme elles sont. Donc vous, c'est tout sauf à la mode, c'est vraiment un livre très puissant, mais quand même à la portée de tous. Ça, c'était important de le dire. C'est Alors, important, oui. est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Je ne me suis pas trompée, vous êtes anthropologue. Alors, je suis anthropologue de formation, en fait. Oui, C'est par là que j'ai commencé avec un doctorat et après, j'ai travaillé un peu en tant qu'anthropologue, mais pas si longtemps que ça. Je suis rapidement parti en Équateur après pour m'installer dans la forêt amazonienne. Et c'est là où je suis un peu tombé dans le chamanisme local. d'accord. Alors, donc, vous, alors, vous avez vécu en Amazon. Moi, je vous trouve très courageux, parce qu'alors, moi, toutes ces bestioles qu'il doit y avoir, ça doit être. Euh, ouais, non, c'est plus facile. L'Amazonie est plus facile que Paris. Ah bon? Ah bah non, moi, les serpents, rien que les serpents, ça me. Ah! Ça, alors là, ça serait horrible. Enfin bon, l'important, c'est que vous y êtes allé et vous vous y êtes plus. Et vous êtes devenu, alors, je ne garantis pas, vous êtes devenu chaman ayahuasquero. Ayahuasquero, ouais. C'est bon, ah, J'ai bon, c'est bien, travaillé, j'ai dit mon j'ai nom. fait je me suis formé là-bas avec un chaman local et ensuite j'ai travaillé comme chaman ayahuasquero pendant quelques années, tant que j'étais en Équateur. D'accord. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le chamanisme? Parce qu'il y a le chamanisme amérindien, mais le chamanisme qui a commencé apparemment en Sibérie. Alors, c'est Alors, quoi le ce qui chamanisme? vient de Sibérie, enfin, ce qui vient de chez les Toulouse, pour être précis, c'est le mot chaman, et D'accord. qui est rentré en fait dans la langue française à peu près au milieu du 19e siècle, milieu, fin 19e siècle, je ne me rappelle plus vraiment. Mais ouais. Donc, c'est le mot qui vient de Sibérie, qui est rentré dans le vocabulaire français. Le chamanisme, maintenant, c'est très difficile, au point qu'on n'arrive même pas à avoir de définition claire du chamanisme. Donc, il y en a Mhm. plusieurs. La plupart du temps, si on doit faire un résumé très rapide, le chaman, c'est une personne qui va faire un intermédiaire, donc un pont, entre le monde des hommes et le monde des esprits. Donc, ça va être un négociateur, un interprète, tout ce genre de choses. Donc, il va faire un peu ce lien entre les deux mondes. Ça, c'est le chaman. Après que ça se fasse en état de conscience modifié, ou peu ou pas, à l'aide de psychotropes comme certains antéogènes ou d'autres, ou de l'alcool comme ça peut se faire dans d'autres endroits sur la planète, comme justement en Sibérie, ça, c'est voilà, ça, c'est la forme. Le fond, Oui. c'est ça, c'est cette idée de lien. D'accord. Et donc, vous êtes devenu chaman avec l'ayahuasca. Alors, Oui, l'ayahuasca, j'aimerais que vous nous en parliez un peu. Bon, d'abord, c'est interdit en France, hein. Son usage est totalement. interdit en France, mais c'est Ouais. très, très à la mode. Ça, bon, on sait que ça circule un peu sous le manteau, il faut quand même le dire les choses comme elles sont. Oui. Mais alors, l'ayahuasca, ça sert à quoi? Voilà, ça sert à quoi? L'ayahuasca, c'est un psychotrope qui fait partie de ce qu'on appelle les antéogènes. Alors, donc, il y a quelques plantes sur la planète qui rentrent dans cette catégorie-là. On connaît les principales, c'est l'ayahuasca, le peyote, le San Pedro et l'iboga. Il y en a encore quelques-unes d'autres. Parmi les champignons, il y en a quelques-uns. On touche peut-être une dizaine, douzaine maximum. Et en fait, ce sont des plantes qui permettent une introspection profonde, très profonde. Euh, donc, c'est un travail psychothérapeutique, d'une certaine Mhm. manière. C'est ce qu'ont toujours fait les chamans un peu partout sur la planète, au travers de cette introspection. Ce qui est important avec des substances, quand on utilise des substances comme l'ayahuasca, c'est la vitesse du travail et la force du travail. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va être fait pour tout le monde parce qu'il y a des sensibilités parfois à respecter que l'ayahuasca ne va pas toujours respecter. Donc c'est vrai que c'est devenu très à la mode pour la puissance que ça apporte et pour les changements que ça a apporté à certaines personnes, l'aide que ça a apporté à certaines personnes, mais enfin, il faut garder malgré tout à l'esprit que ce n'est pas quelque chose qui sera fait pour tout le monde. Donc oui, c'est devenu très à la mode euh, pour un ensemble de raisons.
C'est voilà, au-delà de ces vertus thérapeutiques, il y a tout un folklore qui s'est installé avec ça et tout un tas de choses qui font que beaucoup de personnes se sont intéressées et des personnes connues, donc ce qui a beaucoup contribué à cet effet de mode. Beaucoup de personnes connues qui se sont intéressées à ça, donc ça a diffusé énormément l'ayahuasca comme pratique ancestrale chamanique traditionnelle. Alors, vous, comme chaman, vous travaillez avec l'ayahuasca. Je Vous travaille plus comme chaman maintenant. non, vous travaillez, mais vous avez travaillé. Là, on est Oui, quand vous êtes en Équateur. Alors, vous voilà. dites qu'on ne peut pas, tout le monde ne peut pas faire un voyage avec l'ayahuasca. Alors tout Alors, le monde peut, pardon? tout le monde peut, mais tout le monde ne devrait pas forcément. Ah, d'accord. C'est-à-dire, C'est- quels sont les dangers? Alors, danger pas réel en soi. S'il y a un accompagnement qui est bien fait, il n'y a pas vraiment de danger. C'est toujours pareil, s'il y a quelqu'un de sérieux, emmené de manière sérieuse, avec une vraie préparation et tout ça, il n'y a jamais vraiment de danger. Mais il y a des personnes qui ont quand même malgré tout certaines fragilités. Alors, je vais écarter tout de suite les personnes qui ont des fragilités physiques, c'est-à-dire c'est des organes endommagés ou certaines maladies ou certaines prises de médicaments qui font que là, l'ayahuasca est à proscrire absolument totalement parce que là, ça peut devenir dangereux pour un problème de mauvaises interactions ou de mauvais fonctionnement d'organes. Mais bon, ça, il y a une certaine logique avec ça. Je suis par exemple tout bêtement, l'exemple classique, c'est les antidépresseurs. Ah, d'accord. Voilà, ça peut être carrément fatal. Donc, ce n'est pas quelque chose avec lequel on doit jouer. S'il y a des personnes qui prennent des antidépresseurs, ne vont pas prendre l'ayahuasca parce que c'est un mélange, un cocktail de molécules qui, pour le coup, serait très dangereux. Donc, à proscrire totalement. Alors, quand vous faites une séance avec l'ayahuasca, vous dites c'est thérapeutique. Alors voilà, moi c'est aussi une curiosité, vous en parlez bien sûr, dans les visions chamaniques. Voilà, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que je vous dis, c'est entouré d'un halo d'ésotérisme aussi. De Voilà, donc mystère un c'est peu, un livre. ouais. Hein, c'est un livre, je le remontre, c'est un livre qui est sérieux, à la portée de tous, hein, néanmoins, c'est important de le dire. Alors, je ne peux pas résister, je ne peux pas résister hein, à montrer les photos qui sont, mais absolument, alors vous avez celle-ci, alors c'est regardez ces photos, enfin je montre évidemment aux personnes qui vont voir ça, elles sont vraiment magnifiques. Alors, ça, ce Alors, sont ouais, les œuvres de Yoaz. ah oui, c'est vraiment magnifique. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez, parce que ça, c'est quand même important, parce qu'on va parler évidemment des visions chamaniques, mais qu'est-ce qui se passe? Quelles sont précisément ces visions? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui est différent, par exemple, d'une thérapie, de l'hypnose ou des choses comme ça? Alors, dans le fond, absolument rien n'est différent. C'est juste dans l'intensité et dans la profondeur que ça va changer beaucoup. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs pour ça, en fait, à la base, que j'ai écrit ce livre, parce que beaucoup de personnes posaient les questions, que ce soit avant ou après. Alors, les questions avant, c'est quel genre de vision est-ce qu'on sera amené à avoir? Puisque c'est devenu un peu le référent par excellence, la vision, tout ce qu'on peut voir, parce qu'on pense systématiquement que c'est ce qui est le plus important dans l'expérience, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais c'est vrai que ça a quand même une belle part. Et ensuite, il y a les personnes qui, après avoir appris, essayent de comprendre ces visions. Donc, de savoir ce qu'elles ont vu et comment ça s'interprète et dans quel contexte ça va s'inscrire. Donc, c'est pour ça que je me suis attelé un peu à écrire ce livre, parce que j'ai fait, moi, ces recherches de manière, je vais dire, par extension d'une curiosité personnelle, et puis dans mon activité, au bout d'un moment, c'est des questions qu'on pose aux autres chamans, dont on discute ensemble, et puis ce genre de choses pour arriver à comprendre dans quoi s'inscrit ce qu'on arrive à voir. Alors déjà, une chose très importante, c'est quand on parle de vision, il faut bien comprendre que la vision ne passe pas par les yeux. Oui, C'est qu'on oui, c'est voit. ça, c'est important, oui, de le souligner. Oui. Mais c'est important aussi de souligner une chose, c'est qu'on ne voit jamais avec les yeux. On voit au travers des yeux, mais c'est le cerveau qui voit. Oui, oui, c'est Ce ça. ne sont Oui. pas les yeux. Voilà, c'est comme l'appareil photo, c'est la pellicule qui va prendre l'image, mais ce n'est pas l'objectif. Voilà, donc l'analogie est exactement la même. Et donc, vous faisiez le parallèle avec l'hypnose ou ce genre de choses tout à l'heure. C'est exactement la même chose parce que
quand on descend dans une transe hypnotique, on commence à avoir certaines visions. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ouverture de l'œil de l'inconscient, donc cet accès à l'imaginal dont je parle dans le livre énormément, qui permet d'accéder à un ensemble de visions, en l'occurrence, où les yeux ouverts ou les yeux fermés, du coup, ça n'a pas d'importance, et qui vont matérialiser une communication qui va se faire au-delà de la conscience. Donc, traditionnellement, en France, on entend, enfin, ou ailleurs, on utilise toujours la terminologie d'état modifié de conscience ou d'état de conscience modifié, selon comment on veut le prendre. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est pas une modification de la conscience. La conscience, elle reste comme elle est. C'est-à-dire qu'il y a en fait juste une émergence d'une autre conscience, qui est l'intelligence agente, donc, qui permet cet accès à l'imaginal, qui va se faire à un degré plus ou moins important. C'est-à-dire que la conscience va lâcher un peu prise par rapport à cette intelligence agente qui va prendre un peu les rênes de cette autre forme de conscience. Donc, on a toujours les deux en même temps. La conscience ordinaire reste toujours présente, mais elle va rester parfois présente dans des proportions plus ou moins importantes. Donc, sous hypnose, elle restera relativement importante. Sous ayahuasca, très peu. Donc, la différence, elle est dans le quantitatif et pas dans le qualitatif. Voilà. Alors, voilà. D'accord, excusez-moi, là, parce que je voudrais nous expliquer tout de suite. Donc, alors, peut-être que j'ai mal compris, mais donc quand on va en hypnose, bon, ce qu'on appelle les états modifiés de conscience, ok, mais l'ayahuasca, donc, c'est plus puissant, c'est ça ce que vous voulez dire? Grâce à cette... c'est ça? Beaucoup. Oui, beaucoup. Donc, vraiment beaucoup plus puissant. Donc on a accès subitement à quoi? Voilà, dites-moi. Alors, on va avoir accès, alors il y a énormément de zones dans ces visions, c'est-à-dire il y a énormément de nature dans ces visions. Une fois qu'on pénètre dans les visions, dans l'imaginal, ça va être une fusion effectivement avec l'inconscient de la personne. Donc, c'est un peu le fait de passer derrière ce fameux miroir d'Alice de Lewis Carroll. Hein, donc, on passe de l'autre côté du miroir. Et c'est là où on a accès un peu à cet univers qui nous appartient, mais qui va malgré tout être dans une sorte de fusion, une superposition avec cet imaginal dans lequel on pénètre en même temps, qui va être un peu... j'allais dire, le terrain de jeu de tout cet inconscient et puis donc qui est au-delà de nous-mêmes. Et la plante elle-même comprend, donc en l'occurrence l'ayahuasca, qui malgré tout a une influence qui sera propre, donc il faut tenir compte. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a les choses qu'on va amener, qui nous appartiennent, il y a les choses qui sont, et il y a les choses qui sont à tout le monde, qui sont universelles, qui sont pas que... C'est l'inconscient collectif, quoi. Voilà, on va rentrer dans toutes ces choses-là aussi. Donc, la difficulté, finalement, c'est de savoir ce qui nous appartient, ce qui appartient à l'imaginal purement, ce qui appartient à l'ayahuasca elle-même, ce qui vient de l'extérieur, ce qui appartient à d'autres personnes. Donc, c'est ça qui est, en fait, très difficile. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un univers qu'on observe de manière quasiment consciente, sans avoir, finalement, d'expérience de cet univers. Donc, on observe quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. Et c'est un mécanisme, puisque notre conscience ordinaire est toujours là, accrochée dans un petit coin quelque part. Elle, ce qu'elle va faire, c'est continuer d'interpréter les choses comme si c'était la réalité, comme si c'était normal. Et c'est là où il y a une difficulté qui va s'installer, c'est que ça peut créer parfois des décalages, c'est-à-dire qu'on va se mettre à voir des choses et les interpréter comme si c'était quelque chose consciemment compréhensible. D'accord. Ce qui n'est pas le cas la plupart du temps. Donc, on va se mettre à voir des choses et puis, on va voir par exemple une projection inconsciente, une projection archétypale inconsciente de quelque chose. Donnez-moi un exemple, par exemple. On va voir une figure patriarcale se projeter dans la colère. Allez, un exemple. Et là, on a un très bel archétype, magnifique archétype, totalement conscient, totalement jungien à plein d'égards. Oui. Et on va l'interpréter malheureusement comme étant quelque chose qui vient de l'extérieur. Comme si c'était effectivement un grand-père qui était en colère après quelque chose qu'on aurait fait ou quoi que ce soit. Ce qui n'est pas forcément le cas, ça peut être le cas.
mais ce n'est pas forcément le cas. Si on n'arrive pas à faire la différence entre ces deux types de vision, on va prendre quelque chose d'archétypal comme étant quelque chose qui vient d'extérieur à nous. C'est-à-dire qu'on va prendre cet archétype et remettre la responsabilité de cet archétype sur quelque chose, alors que c'est quelque chose qui nous appartient. Le message n'est pas extérieur, le message est intérieur. Mais c'est un voyage à l'intérieur de nous, c'est ça qu'il faut bien comprendre. De toute façon, en partie aussi, quoi qu'il arrive. Oui. Ça ne veut pas dire que cette vision qui vient de l'extérieur ne nous appartient pas pour autant, elle nous appartient puisqu'elle nous touche et elle vient se connecter à nous. Mais parfois, ça peut être juste une projection. Et le problème, c'est que quand on est dans la projection, si on interprète cette projection comme ne nous appartenant pas, on n'en prendra pas la responsabilité et l'interprétation sera décalée. Donc là, c'est le rôle du chaman, de l'ayahuasca, c'est justement, alors après la première séance, parce que je présume qu'il y a plusieurs séances quand même. Alors, ça dépend, il y a des cas de figure où les personnes qui vont n'en faire qu'une seule. D'accord. D'autres qui vont dans ce qu'on appelle de la retraite chamanique, où là, elles vont faire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances sur 1, 2 ou 3 semaines. Et bon, donc c'est une retraite chamanique, c'est une retraite d'autoconnaissance, quoi. Voilà, d'introspection, oui. Alors, si j'ai bien compris, Sébastien, vous allez me dire si j'ai bien compris, donc toutes ces visions chamaniques qui viennent grâce à l'ayahuasca, ce sont des choses que on a besoin d'apprendre des choses sur nous, et l'ayahuasca nous permet, en étant bien accompagné, on est bien d'accord, hein, en étant bien accompagné, nous permet précisément d'aller très profondément, rapidement, hein, c'est ça aussi, il y a l'effet de rapidité, donc il faut être vraiment accompagné par quelqu'un de sérieux. Alors là, c'est déjà avoir bien conscience de cette rapidité et de cette intensité. C'est ce que je disais tout à l'heure, au-delà des incompatibilités physiques à prendre l'ayahuasca, il y a malgré tout certaines incompatibilités psychologiques avec des personnes qui auraient tendance justement à avoir besoin que les choses se déroulent plutôt lentement pour pas être justement dans la peur ou ce genre de choses. Si elles n'ont pas conscience de cette rapidité et de cette intensité, au moment où elles se retrouvent au pied du mur, il est trop tard. C'est-à-dire qu'une fois que l'ayahuasca est prise, le travail commence. Et quelles que soient les peurs que ça va engendrer parfois, ça va continuer au travers. Ce qui n'est pas forcément une partie de plaisir et qui peut envoyer une personne dans de très fortes résistances. D'accord, d'accord. Voilà. Et donc causer ce décalage encore un peu plus fort. Oui, donc c'est toujours pareil, faire attention, hein, être bien accompagné. Bon, c'est ça, c'est finalement le chaman, c'est un thérapeute. Voilà, hein, c'est le thérapeute qui permet justement. Vous parlez. Alors, moi, je tiens quand même à dire. D'abord, il est très bien. Le livre, pour moi, qui suis un peu bigleuse. Hein, il est vraiment, il est très beau. Hein, c'est vraiment une très très belle édition. Alors, j'aimerais que vous me disiez, maintenant, on va parler parce que vous dites l'ayahuasca et l'imaginal. Alors, c'est quoi l'imaginal? Expliquez-nous. Alors, l'imaginal, c'est quelque chose qui a toujours existé dans nos philosophies jusqu'au à peu près XVIIe siècle où ça a fini vraiment par disparaître. Ça s'est étiolé avant et ça a disparu après. On est rentré depuis le XVIIe dans une vision très dualiste des choses, voire matérialiste. C'est-à-dire qu'on a le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Et qu'il n'y a pas de reconnexion entre les deux. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux entités qui sont séparées. Au point aujourd'hui où quand on est vraiment dans le matérialisme pur, on n'accepte pas ou on ne comprend pas que le corps puisse influencer l'esprit ou que l'esprit puisse influencer la matière, donc influencer le corps d'une manière ou d'une autre. C'est un peu nos problématiques et nos divergences actuelles entre la médecine et beaucoup d'autres choses. Oui, ça, oui. Voilà. Et ça crée aussi cet état-là, une sensation parfois de déconnexion chez certaines personnes, à l'impression d'être déconnectée d'elle-même, déconnectée de l'univers, ce qui en soi est un concept qui est totalement impossible. On ne peut pas être déconnecté de l'univers, on ne peut pas être déconnecté de soi-même. Mais l'impression reste malgré tout réelle. Pourquoi? Parce qu'entre ces deux choses-là, il manque quelque chose au centre.
quelque chose qui fait le pont entre le corps et l'esprit. Et c'est là où existe cette imagination agente. Elle existe encore dans d'autres cultures, énormément de cultures, mais elle a disparu de notre culture occidentale avec le dualisme et le siècle des Lumières et toutes ces choses-là. Ça a un peu balayé pour aller vers uniquement la pensée scientifique. Et c'était beaucoup plus pratique de le faire sans ça. Donc, ça a été, certains disent une erreur, certains disent un changement, certains disent, bon, peu importe. Le fait est que c'est comme ça. Et dans les années 60, c'est Henri Corbin, un philosophe français, qui est revenu sur cet imaginal en repartant des écrits et des travaux d'Ibn Arabi, qui est un philosophe perse du XIIe, et donc a inventé ce mot imaginal pour traduire cette philosophie perse. Et cet imaginal, c'est ce monde qui existe entre ce corps et entre cet esprit qui permet de faire le pont entre les deux et d'avoir un peu cette espèce, comme on dit toujours, de sainte trinité beaucoup plus stable quand on a ces trois pôles qui permettent de reposer l'un avec l'autre, plus deux sols séparés. D'accord. Donc là, dans l'imaginal, par rapport à l'ayahuasca, par rapport à une séance d'ayahuasca, c'est quoi? C'est là où on rentre. L'ayahuasca permet une entrée privilégiée dans cet imaginal de manière très profonde et très intense. C'est-à-dire que on le fait quand on est en séance d'hypnose, quelque part, c'est quelque part aussi, on rentre dans cette imagination agente qui va connecter à des choses qui viennent, où on a l'impression parfois au-delà de nous. Parfois pas toujours, mais parfois oui. C'est l'esprit qui part en balade quand on est sur l'autoroute et qu'on fixe la route pendant des heures d'affilée. L'esprit n'est plus là, les mains continuent de conduire, ça c'est géré, mais l'esprit il est ailleurs, il se promène. Et quand on prend l'ayahuasca, on va dépasser ces étapes-là directement et sauter directement dans cet imaginal. L'imaginal, c'est là où on va retrouver effectivement toutes ces instances, donc moi que j'appelle les instances imaginales. On va retrouver ces esprits de la nature, ces ancêtres, tous ces liens qui sont en nous et à l'extérieur de nous, nous avec tout le reste. Et c'est là où on va reprendre conscience, pour le coup, de cet univers qui existe au-delà du miroir. Au-delà du miroir d'Alice. C'est-à-dire que là, vraiment, avec l'ayahuasca, on descend dans le terrier du lapin. Et on descend loin dans le terrier du lapin. Vous descendez loin dans le terrier du lapin. Alors, on descend loin dans le terrier du lapin. Ça nous permet finalement, est-ce qu'on peut dire que ça nous permet d'avoir accès à notre soi, mais avec tout ce qui se passe autour, c'est ça? On est dans l'individuation? Alors, justement, alors oui, et à la fois non. C'est-à-dire qu'on a effectivement accès au soi et on réalise aussi que ce soi, non seulement il n'est pas déconnecté de quoi que ce soit qu'il est, mais il est totalement immergé. C'est-à-dire qu'on on sent presque plus de limites, de frontières, de division, de séparation avec le reste. C'est-à-dire que c'est vraiment, on baigne dans une soupe et on est de la même matière que cette soupe. Donc, on est indissociable de cette soupe. On est à la fois ici, à la fois ailleurs, à la fois partout, à la fois à n'importe quel endroit. Donc, on rejoint une vision très quantique. Très quantique, c'est ça, oui, ce que j'allais dire. Oui, très quantique. Voilà, on est dans une vision très quantique du soi, finalement. Donc, finalement, on a accès grâce à ça, on a accès aux merveilles de la nature, on voit qu'on est relié à tout. Oui, c'est ça, c'est très quantique. Hein. Oui. Alors, à qui s'adresse votre livre? Bon, moi, je vais le conseiller, bien sûr, parce que j'ai lu et j'ai adoré. Et puis, bon, vraiment, je le trouve très, très bien. Et vous avez rendu simple des choses qui ne le sont pas. Hein. Ça, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Alors, vous dites les visions du corps. Enfin, bon, on ne peut pas parler de tout parce qu'il est très dense, mais vraiment, vraiment bien, bien fait. Alors, il s'adresse à qui? À qui pouvez-vous le recommander? Alors, à n'importe quelle personne qui fait un travail d'introspection. Ça va être depuis la méditation, même au yoga. C'est-à-dire qu'il y a, quand on est dans ces moments avec le corps, on a l'esprit qui commence à lâcher. Pourquoi? Parce que quand on
on est vraiment plongé dans le corps, que ce soit en méditation, plongé dans l'esprit ou plongé dans... On refait ce pont naturellement. Et le truc, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'il se passe quelque chose entre les deux et que cette jonction va se refaire. On le sent, on le voit, on le perçoit, mais on ne comprend pas toujours. Donc, ça permet aussi d'aider toutes ces personnes à comprendre comment refaire le lien entre le corps et l'esprit et où vont et d'où viennent ces visions. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des choses qu'on va avoir qui viennent de nous, d'autres choses qu'on a l'impression qui viennent de l'extérieur. Et de recatégoriser, de recontextualiser tout ça, ça permet aussi de comprendre une part de nous-mêmes et comment cette part de nous-mêmes s'intègre un peu dans notre environnement, dans le contexte dans lequel on vit, dans notre réalité. On parlait tout à l'heure des esprits animaux. Voilà. Donc ça, par exemple, ça, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de choses. On est plus souvent confronté à ce qu'on appelle des pouvoirs animaux qu'à des animaux de pouvoir. Oui. Parce qu'il c'est l'anglais qui nous a ramené ça et on a un peu inversé souvent l'expression anglaise entre animaux de pouvoir et pouvoirs animaux. La vraie traduction de l'anglais, c'est pouvoirs animaux, pas animaux de pouvoir. Donc, le fameux animal totem qu'on va chercher, la plupart du temps, on va tomber sur un pouvoir animal et pas un animal totem. Vous voyez, il y a une différence entre les deux. Alors, vous allez m'expliquer après la différence entre les deux ou vous me l'expliquez? Voilà. Le pouvoir animal, en fait, c'est le trait de caractère, une énergie particulière qu'on a en nous, dont on a besoin ou qui nous manque, qui va venir à nous. C'est-à-dire qu'elle va venir représenter de manière archétypale sous la forme d'un animal en particulier, parce que, par exemple, si on a besoin de noblesse, notre cerveau sait que la noblesse, celui qui y ressemble le plus, ça va être l'aigle. Pourquoi? Parce qu'il a pile la commissure des lèvres dans le bon sens avec la forme des yeux, qui va être une expression de très noble. C'est-à-dire que, naturellement, si on pense à la noblesse, on va pas projeter une image de chameau. D'accord. Qui est plutôt une image de dédain. Oui, c'est vrai. Chameau, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, il se la pète un peu, il faut dire, c'est vrai, il se la pète un peu. Le chameau est un peu très, très, très dédaigneux. Donc, non, ça ne va pas être quelque chose. La noblesse, on pourra l'avoir aussi avec le lion, avec la puissance, avec le jaguar, tout ce genre de choses. Donc, il faut faire très attention dans les visions qui viennent. Il peut y avoir une part de projection archétypale, encore une fois, par rapport à ces pouvoirs animaux. Alors qu'en fait, là, c'est juste une communication sur une caractéristique particulière qu'on a en nous inconsciemment ou dont on a besoin ou vers laquelle il faudrait qu'on tende. Donc, encore une fois, il y a une grosse différence. Ah, j'ai vu mon animal totem, c'est le jaguar. Okay. Pour un Européen, ça paraît souvent un peu suspicieux d'avoir le... C'est vrai qu'il y a toujours l'ayahuasca qui est là, donc le jaguar fait partie du contexte, j'allais dire, énergétique et philosophique de l'ayahuasca, mais pas de l'Européen forcément en question. Donc, il y a toujours quelque chose où le chaman va se dire, peut-être, ouais. Si tu m'aurais dit un sanglier, j'aurais dit, ouais, mais voilà. Le jaguar ou le tatou, c'est souvent moins le cas, parce qu'on est plus possiblement dans une projection. Donc, c'est la difficulté aussi avec ces recherches d'animaux totems qu'on confond parfois avec des pouvoirs animaux. Donc, l'animal totem, c'est toute la vie? Non. Non. En plus, non. Non. Ah bon? Non, c'est deux choses qui changent. Et il y a aussi des esprits qui viennent en prenant la forme de quelque chose. Ah oui, dis donc. Alors, donc, en réalité, les personnes vont me dire, bah oui, mais alors on ne va pas prendre de l'ayahuasca pour vraiment… Non, en réalité, non. Toutes les personnes, votre livre s'adresse aussi bien aux personnes, évidemment, qui sont intéressées par ça, oui. Mais aussi les personnes qui font un travail sur elles-mêmes et qui oui. veulent comprendre leur vision, parce que finalement, oui. Quand on est je veux dire, en hypnose profonde, parce que moi je pratique beaucoup l'hypnose, en hypnose profonde, eh ben, on a des images aussi qui nous arrivent. Et, alors on va dire aussi c'est chamanique finalement. Donc ça peut intéresser et ça intéresse toutes les personnes comprendre d'où viennent ces images
Donc, Ouais. l'imaginal, enfin, franchement, c'est un livre. Bon, alors, on ne le lit pas d'une traite. Je ne l'ai pas lu d'une traite. Je l'ai quand Il même est un peu grand. savouré parce que, bon, c'est ce que j'appelle les livres intelligents, hein, enrichissants, intelligents, intéressants, passionnants, mais voilà, c'est pas. On le lit pas comme un petit roman, enfin un petit. Alors là, vous voyez, alors là, moi je me fais mon chameau là. C'est le moment de dire non, enfin un roman qui est simple, tout ça. Non, ça donne à réfléchir et il est vraiment très 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 riche. Alors, pour terminer, parce que malheureusement il faut terminer, vous avez à la page 243, je donne le numéro de la page, annexe les pouvoirs animaux. Oui. Alors là, c'est ce que vous dites, hein. Il s'agira de comprendre les différents comportements de chaque animal, ses traits de caractère principaux, pour essayer de mieux comprendre le message de la vision si l'ECC n'a pas suffi à faire une traduction claire sur le moment. Alors, c'est quoi l'ECC? Dites-nous. C'est l'état de conscience chamanique. Voilà. Voilà. Celui dont je disais tout à l'heure, on a cette inversion qui se fait une fois on rentre dans cet état de conscience chamanique. Quand on est pour l'hypnose, généralement, on le mesure par cette valeur hertzienne de l'activité cérébrale. Oui. Et plus on se rapproche de ces 4 hertz qui sont juste avant le sommeil profond, le sommeil paradoxal, là, c'est des états d'hypnose très, très profonds qu'on utilise généralement pour l'homme de février en hypnose ericksonienne, par exemple. Oui, Donc voilà. là, on envoie le plus profond possible. Voilà. Donc là, en fait, quand on est sous ayahuasca, le CC, c'est dès l'instant où on va quitter l'état de conscience ordinaire. Donc, c'est tout ce qui est au-dessus de 12 Hertz à peu près. Et puis, quand on commence à descendre. D'accord. Donc là, vous donnez la liste d'une série d'animaux. Hein, voilà, l'animal, le faucon, etc., etc., et l'interprétation des rêves. Donc, vous m'avez dit, ce n'est pas votre spécialité, mais vous l'avez quand même mis. Parce qu'elle est importante, ne serait-ce que pour illustrer justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette différence qu'il va y avoir dans les visions entre ce qui peut être projeté et ce qui peut être reçu, et ce qui peut nous appartenir. C'est-à-dire que appartenir dans le sens inconscient où on est par exemple, dans un manque de quelque chose, où on doit tendre vers quelque chose, l'inconscient peut envoyer ce message au travers d'un animal, par exemple, ou avec la représentation d'un animal. C'est-à-dire que dans ces cas-là, la vision, c'est une projection, le message, c'est ce qui est important. Oui. Vous voyez? Et ça serait dommage, par exemple, en recevant cette vision-là, de s'arrêter à la vision en disant « Ah, bah, ça y est, c'est mon animal totem. » Oui. C'est le lapin, par exemple. Sans réaliser qu'en fait, la vision en elle-même n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le message qui est véhiculé. Donc, l'attention consciente va être focalisée sur quelque chose qui est en fait un véhicule et rien d'autre. Et c'est là où c'est important d'essayer toujours de regarder au-delà de ce que j'appelle une synchronicité subjective, c'est-à-dire de voir quelque chose qui est un fait subjectif. On voit une vision, on reçoit une vision, et de l'interpréter en fonction de quelque chose qu'on a déjà décidé. Si on a décidé que ce serait un animal totem, et on s'arrête là. Oui, c'est voir. C'est effectivement, bon, c'est toujours la même chose comme en thérapie, hein, finalement, parce que c'est ça, c'est prendre les choses pour soi, non pas voir que c'est à l'extérieur, Voilà. prendre notre responsabilité par rapport à ce qu'on voit et se dire, voilà, ça m'appartient, mais c'est une image, hein, une imagerie, enfin peu importe, qui est arrivée, et une vision, hein, et finalement maintenant, bah oui, c'est à moi de l'interpréter justement en fonction de ce que vous dites par les rêves, hein, ça c'est important. Alors Sébastien, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose d'important pour mes lecteurs? Alors, sur tout le principe de la vision chamanique, c'est de jamais s'arrêter à la première interprétation qu'on peut avoir des choses, que ça soit un rêve, que ça soit des pensées qui nous viennent ou ce genre de choses. On a trop souvent, à sauter sur des conclusions qui sont déjà des interprétations subjectives de quelque chose. C'est-à-dire qu'on a déjà catégorisé la réponse dans ce qu'on voulait qu'elle soit. Et ça, parfois, et souvent même, c'est dommage, parce qu'on passe à côté de l'information qui est vraiment importante pour nous. C'est-à-dire qu'effectivement, on interprète l'animal totem, mais on n'a pas vu le message qui était avec.
C'est-à-dire qu'on a fait cette interprétation trop rapidement sans comprendre que c'était notre inconscient qui nous parlait pour nous raconter une histoire peut-être moins glorieuse, moins pailletée, mais plus importante. Avec peut-être moins de panache, mais quand même. Moins de panache, mais plus importante. Mon animal totem, pour l'instant, là, c'est le chat. Un pépère. Eh bien, écoutez, j'ai été vraiment ravie. En plus, c'est un plaisir. Moi, ça a été un plaisir parce que j'ai adoré votre livre. Hein, j'ai adoré votre livre. Parce que bon, ça rejoint un travail aussi personnel et puis un travail professionnel. Et puis, comme il est vraiment facile à lire, et là, vous avez donné des éclairages qui vraiment vont donner très envie à mes lecteurs et puis sur YouTube, hein, puisque ça va être mis sur YouTube, de le lire. C'est vraiment un livre important. Moi, je trouve un livre vraiment très important pour le chamanisme. Et il y a effectivement toutes les œuvres de l'artiste Yoaz là, qui viennent illustrer ça, qui sont pour moi ce qui se rapproche le plus de la vision d'Imagine. Fou, hein, voilà, je regarde. Il fait un travail absolument incroyable. C'est complètement démentiel. Pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus. Il y a une vraie profondeur et une vraie intelligence. Non, il est français. Il est français? Oh, bah dis donc. Il est français. Alors lui, il a de ses visions. Hein, lui, il a des visions absolument extraordinaires. Oui, ça, et d'une grande richesse. Oui, oui, ça, franchement. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Avec plaisir. C'est moi qui vous remercie. Je remonte votre livre, hein, et puis je vous dis à très, très bientôt. J'espère pour peut-être un autre livre. Est-ce que vous préparez un autre livre? Toujours. 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 Alors, bon, et c'est sur le chamanisme aussi? J'en ai un qui vient un peu s'inscrire, qui est sorti il y a aussi quelques semaines, qui vient s'inscrire un peu dans une suite de celui-là, qui s'appelle l'Apologie de la mort. D'accord. Le titre, il n'est pas drôle. Hein. C'est plutôt sympathique pourtant. Oui, non, mais on meurt souvent plusieurs fois dans notre vie, ça c'est sûr. C'est toute l'idée. Et je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir et à bientôt.